Bonjour ou bonsoir chez vous. Bienvenue au Think Talk, session 4 de la série Suis-je faite pour la thèse? Ce webinaire est organisé par le réseau scientifique international des métiers des villes africaines RECIMVA, pour faire plus court, le Think Africa City, regroupement dynamique de jeunes Africains, professionnels praticiens, doctorants ou docteurs, ou tout simplement acteurs de la ville africaine autour des questions urbaines contemporaines, avec une vision principalement axée autour de la recherche et de l'innovation. Je m'appelle Kwesi William Aokwe, consultant en urbanisme et doctorant en planification urbaine et régionale à l'Université technique de Konya en Turquie. Je serai le principal modérateur. Bon, entre-temps, je serai assisté de Raïm Savadogo, rapporteur du talk d'aujourd'hui, qui s'articule autour du thème comment rédiger diligemment un projet de thèse et en vivre une belle expérience. Euh, pour cela, nous accueillons encore aujourd'hui un tel riche panel composé de la docteure Akuto Akpeje-Kono et pas des moindres du professeur Jérôme Chinal. Bonsoir, chers j'espère panélistes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous avons donc une immense chance d'avoir ces deux personnalités. Vous aurez le temps de les connaître tout à l'heure. Mais bon, pour commencer, je vais faire une très brève introduction ou présentation d'eux avant de leur donner la parole. La docteure Akuto Akpeje-Kono, tout simplement Roland Colomb pour les plus proches, est une jeune femme d'origine togolaise. Elle est architecte et urbaniste assermentée, communicatrice, auteure et motivatrice de talent. Elle est très passionnée par la recherche en matière de développement durable, d'entrepreneuriat et de technologie verte. Akuto est actuellement postdoctorante à l'École polytechnique de Lausanne, en Suisse, et PFL, d'où nous provient principalement nos deux intervenants d'aujourd'hui. Bon, la docteure Roland Cono a été Fulbright et DKG World Fellow. Dans ce cadre, elle a étudié au département de planification communautaire régionale, College of Design de l'Université d'État de l'Iowa aux États-Unis, et en tant qu'étudiante, mais aussi assistante de recherche. Ceci bien après son diplôme d'architecte urbaniste obtenu de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et à Moa Lomé. Avec une capitalisation de plus de 8 ans d'expérience de pratique et de recherche, Akpeje a travaillé ou a été consultante pour diverses institutions comme la GIZ, le gouvernement togolais, l'UN Habitat, le PNUD, le groupe GFRA, la Banque mondiale, pour ne citer que cela. La docteure Konon soutient que tout être vivant doit un environnement sain et décent. Et son objectif est d'utiliser l'architecture sociale et l'aménagement durable du territoire pour soutenir les communautés. Co-fondateur de As Durable et Africa Durabilité, la docteure Kono est convaincue d'avoir une contribution unique à la résilience et à la durabilité dans le domaine de la planification urbaine pour un impact positif, surtout en fait dans le pays, en fait, dans les pays du Sud, principalement en Afrique. Bonjour, docteur Kono. Mhm. Merci beaucoup, William. Merci infiniment pour l'introduction. Je n'aurai plus grand-chose à ajouter quand je prendrai la parole. Et merci encore de l'invitation. Merci à vous pour avoir accepté d'être présente aujourd'hui. Notre second intervenant, on ne le présente plus, c'est le professeur Chenal. Le professeur Chenal est docteur en sciences de l'EPFL en Suisse, mais aussi architecte et urbaniste. Il travaille actuellement au laboratoire de sociologie urbaine, la SUR, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, où il enseigne principalement. Le professeur Chenal est aussi directeur du programme de certification en gestion et planification urbaine, co-directeur du master spécialisé Master of Advanced Studies en urbanisme de l'EPFL et de l'UNIGE, directeur académique de l'Excellence in Africa à Lausanne en Suisse. Hors de la Suisse, il est professeur affilié à l'Université polytechnique Mohamed IV au Maroc, affilié au CEVIDA. Monsieur Probo, pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le professeur est aussi affilié à l'Université polytechnique Mohamed V du Maroc,
affilié au serviteur du Togo, chairman de l'African Cities Lab, plateforme prisée de la formation axée sur la ville africaine. Parallèlement à son activité de chercheur, le professeur travaille également comme consultant en urbanisme depuis plus d'une dizaine d'années sur le continent africain et même au-delà. Dans ce cadre, il a participé par exemple à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes de Nouakchott ou de N'Djamena. Donc, avec cette double casquette de chercheur praticien, le professeur membre de multiples commissions dont je ne vais pas commencer à citer ici, liées aux questions d'urbanisme, est connu comme étant l'un des chercheurs les plus actifs sur les questions d'outils de planification urbaine en Afrique. Bonsoir, professeur Chenard. Bonsoir. Je le rappelle encore, notre thème d'aujourd'hui est comment rédiger diligemment un projet de thèse et en vivre une belle expérience. Pour cela, avoir la docteure Konou, diplômée très récemment de l'EPFL, pour nous faire part de l'expérience du vécu d'une esthésade avec le regard d'une doctorante d'un côté et de l'autre, du professeur émérite Chenal qui a déjà lu des centaines de projets de thèse et encadré sûrement des dizaines d'étudiants pour nous faire part de ce qu'on attend d'un tel projet de thèse venant d'un étudiant lambda et surtout pour partager avec nous les tips pour rédiger diligemment, comme le thème le dit, un projet de thèse et en vivre une très belle expérience. Bien sûr, avec le regard d'un enseignant. Sur ce, nous donnons la parole aux différents panélistes. Nous allons commencer en premier par le professeur Chenard. Professeur, vous avez la parole. Merci. Peut-être on préambule ça, donc on va parler de projet. Donc on est en amont de la thèse. Et puis j'ai la chance d'être sollicité régulièrement par de nombreuses personnes, certains d'entre vous parfois. Je lis des noms que je connais. Donc c'est une chance pour moi d'être sollicité comme ça, mais je réponds toujours de la même manière. C'est que vous voulez faire quoi? Pourquoi vous voulez faire une thèse? Où vous voulez faire une thèse? À quoi ça va vous servir? Euh, et souvent, souvent, c'est plutôt la Suisse qui les intéresse que la thèse. J'ai dit, ah, si c'est pas la thèse qui vous intéresse, alors moi je peux rien pour vous. Donc ça enlève déjà toute une partie des gens. Et puis ensuite, malheureusement, mais c'est une situation que vous connaissez bien, parce que la plupart d'entre vous êtes au Canada, et qu'on dit, ah, il faut absolument aller faire une thèse au Canada, en Suisse, je ne sais où. Bon, pour moi, c'est pas une fatalité. Hein, il y a des grandes équipes, tout le monde peut pas, ou n'a pas les moyens, ou n'a pas la chance, ça dépend de comment on prend, de jouer au Real Madrid. Mais il y a aussi d'autres équipes en Espagne qui sont très bonnes. Il y a des équipes en Angleterre qui sont très bonnes. Il y a des équipes de foot en Italie. Partout dans les pays, il y a des équipes qui sont très bonnes. Voilà. Donc là aussi, je pense que euh, on a un petit souci de son là. C'est pas grave. Donc là déjà, c'est la première chose. Est-ce que véritablement j'ai la possibilité à plusieurs niveaux, intellectuels, financiers, c'est souvent de ça qu'il s'agit, d'aller jouer au Real Madrid. Real Madrid, il y a un club pour les jeunes, hein. Donc la sélection elle est très dure. Donc est-ce que je veux juste aller au Real Madrid et autrement je ne vais pas faire de foot? Ou est-ce que finalement je peux aussi aller dans des très bons clubs autres? Et ça, c'est la première chose, parce que j'ai beaucoup de demandes qui viennent et puis on me dit, ah, il y a des bourses parfois. Ah, il y a chez nous une bourse qui s'appelle la bourse d'excellence suisse, mais qui couvre que la moitié. Alors quand on dit ça aux jeunes qui demandent, je dis, il faut encore trouver l'autre moitié. Ah, je vais me débrouiller. Non, c'est pas possible de se débrouiller. Il faut avoir la totalité du fonds pour venir étudier en Suisse. Et on voit que là, ça bloque. Oui, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres pays. Euh, il y a aussi votre situation personnelle. Il y a certains qui viennent vers moi en disant, j'aimerais m'inscrire en Suisse. Je dis, ah ben, faut qu'on trouve une bourse. Si on trouve une bourse, ça veut dire que vous allez venir 4 ans à plein temps en Suisse. Elle dit, ah ouais, mais je peux faire mon terrain, je peux rester. Je dis, non, 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 vous allez être 4 ans en Suisse. Hollande qui est là, elle a fait 4 ans en Suisse. Armel Kemajour, que vous connaissez aussi, il a fait 4 ans en Suisse. Après que vous fassiez du terrain dans votre pays d'origine,
Souvent, c'est possible, mais ça veut dire que selon la situation, c'est plus ou moins facile. Ceux qui ont les enfants, qui sont mariés, qui ont un métier et qui disent, ah, je vais tout arrêter pour aller 4 ans, ça commence à être un peu plus compliqué que le jeune célibataire qui finalement a envie de faire une thèse. Donc voilà, c'est un petit peu en préambule, de dire pour quelles raisons on veut faire cette thèse. Est-ce que c'est pour partir à l'étranger absolument, que c'est une manière de faire, ou est-ce que c'est pour être docteur à la fin? Si c'est pour être docteur à la fin, il y a diverses manières de faire. Si c'est pour accéder et étudier pendant 4 ans à une connaissance que vous n'avez pas encore et que vous voulez acquérir, eh bien, euh, là, il y a d'autres manières. Et aujourd'hui, moi, j'ai une codirection à l'université Félix Houphouët-Boigny, donc en Côte d'Ivoire. La doctorante, elle est là-bas. Elle est venue faire un stage en Suisse. On a trouvé un petit financement pour ça. Elle a son directeur de thèse là-bas, qui est quelqu'un avec qui je travaille, et elle est suivie et co-suivie par moi-même. Donc, vous voyez, il y a tout l'éventail. Il n'y a pas que venir en Suisse faire une thèse chez telle personne. Il y a tout un éventail. Et donc, préalablement à n'importe quelle rédaction de projet, il faut réfléchir à ça. Et puis, il faut réfléchir à quel investissement je suis prêt à faire. Est-ce que je vais passer, est-ce que je suis d'accord, passer un investissement, une thèse, est-ce que je veux investir 4 ans de ma vie pour avoir un titre? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et d'abord, on commence par ça. Si les réponses sont je ne sais pas, oui, non, je sais, bof, ok, passez votre chemin et attendez que ça mûrisse ou faites autre chose. Là aussi, dans certains domaines, surtout en architecture, hein, c'est très récent qu'on fasse des thèses dans nos domaines. Euh, En chimie ou en physique, ça fait des années qu'on fait des thèses. En architecture, les gens ne voient pas encore exactement à quoi ça pourrait servir. Bon, après, on a un titre qui est en principe valorisé, puisque un docteur, dans toutes les villes d'où vous venez, la plupart, on l'appelle docteur quand il est docteur. Donc ça veut dire qu'il y a une valorisation de ce titre. Mais c'est pas la seule manière de valoriser sa carrière ou de faire des choses intelligentes. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Alors c'est plus facile pour nous une fois qu'on a une thèse et qu'on a tout fait de dire ah c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire. Mais quand même, ça demande un investissement de plusieurs années, ça demande un travail au quotidien. C'est quand même un travail difficile. On passe par des hauts et des bas. On est tout seul. Loin de sa famille, de son clan, de ses amis. Donc c'est compliqué tout ça. On doit se réhabituer. On a des collègues qui sont pas tous du même village que vous. Je caricature parce que j'ai dû, moi qui viens d'une petite région, rien que pour faire mes études, j'ai aussi dû aller ailleurs, faire d'autres amis et ce genre de choses. Et ça, c'est pas anodin. Et il faut y réfléchir quand même. Est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de choses? Ensuite, la rédaction elle-même, là aussi, euh, je suis toujours surpris par leur... Alors, c'est normal, hein, j'étais exactement comme les jeunes futurs doctorants, j'étais exactement comme ça quand j'étais jeune, j'avais plein de rêves et d'illusions sur les différentes thématiques qu'on peut traiter. Alors là aussi, il y a deux manières de faire. La première, c'est trouver une thématique qui vous convienne. Le problème, c'est que la plupart du temps, si vous devez passer par une bourse, cette bourse, moi, quand j'ai des gens qui viennent chez moi, ça veut dire que j'ai gagné un proposal. On a deux manières de faire. Soit c'est des propositions de projet, donc c'est le professeur qui va monter ça. Et donc, si vous venez faire une thèse chez moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eh ben, vous n'avez pas tellement de choix puisque le proposal est déjà là et je l'ai gagné. Donc, vous pouvez pas dire, moi, j'aimerais traiter des questions de planification urbaine au Tchad, alors que moi, j'ai fait sur la gestion urbaine de la mobilité à Bamako. Bon, donc là, c'est à prendre ou à laisser. Et puis après, ça, c'est les bourses qui sont individuelles. Quand vous trouvez ces bourses individuelles, là, vous pouvez développer
votre propre projet. Alors, on va prendre ce cas de figure-là, c'est ça qui nous intéresse. L'autre, vous n'avez pas tellement le choix, finalement, puisque euh, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous êtes obligé, finalement, euh, de répondre à la demande qu'on vous aura fait, mais vous devez monter à un moment donné un dossier pour l'inscription dans les écoles doctorales, et puis, deuxième chose, souvent pour une demande de bourse. C'est à peu près le même type de dossier. Il y a un dossier administratif et un dossier scientifique. Je dirais que le dossier scientifique, c'est la partie la plus facile. C'est ce qu'il faut imaginer, c'est que vous allez envoyer un dossier et dans ce dossier, il y aura un jury, il y aura quelques reviewers, il y aura le professeur, il y aura deux, trois personnes qui vont juger de votre capacité de faire une thèse. Et donc, vous devez vous mettre dans la peau du professeur qui se dit pourquoi je prendrais celui-ci ou celle-ci. Si vous imaginez, je reçois 20 dossiers, la première chose que vous devez vous dire, c'est pourquoi je passerai moi et pas un des 19 autres. Quelle est finalement ma plus-value? Et donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. C'est que dans tous les cas, vous allez être en concurrence avec beaucoup de gens. Et cette concurrence-là, elle va être compliquée parce que vous allez devoir... Ah, je crois que... voilà, je crois qu'il y en a encore un micro qui est allumé. Est-ce que vous pouvez éteindre le micro? Pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Et, et donc, vous allez être en concurrence. Et qu'est-ce qui ferait que je choisirais le dossier de William plutôt que celui de Konou ou de, je ne sais pas, de Guy, de Zidane, de, je ne sais pas, je lis les noms qui sont autour, je ne sais pas si vous êtes en thèse, pas en thèse. Voilà. Qu'est-ce qui ferait que je choisirais ça? En sachant qu'il n'y a pas 20 places par année. Et donc, vous devez vous mettre, la première chose à faire, c'est de se mettre dans la peau de celui qui va vous lire, pas de celui qui écrit. Parce que quand vous écrivez, vous pensez que vous êtes le meilleur. Mais si je me mets dans la peau du sélectionneur, qu'est-ce qui fait que je vais être moi sélectionné? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas? Et là, il faut être un peu malin. Première chose, ça vous ne pouvez, c'est pas une question d'être malin, c'est une question de dossier, de titre. Si dans vos études, vous avez fait des, des années supplémentaires pour passer votre école primaire, après vous avez mis beaucoup plus de temps pour passer le collège, le lycée, l'université, et que vous avez déjà 43 ans et que vous voulez commencer une thèse, il y a de moins en moins de chances que vous puissiez. Donc, plus vous êtes âgé aujourd'hui, et je dis pas que c'est bien ou pas bien, je vous explique juste comment ça fonctionne. Aujourd'hui, plus vous êtes âgé, moins ce sera facile. Ça, c'est très clair. Donc, il y a des gens qui viennent avec des gros dossiers. Il y a un l'autre jour qui est venu, il avait une soixantaine d'années. Ah, il avait un gros dossier, il a été fait. Il a fait consultant à gauche, à droite, machin, il a écrit plein de choses. Mais pourquoi moi je miserais sur quelqu'un qui a 60 ans? Il va sortir, il a 64 ans, il va travailler une année. Et après, il va prendre sa retraite en Suisse, c'est 65 ans chez nous. Donc, je ne vais pas, moi, miser, passer du temps, financer quelqu'un, coacher quelqu'un, travailler avec ce quelqu'un, pour ensuite n'avoir plus qu'une année de travail à faire. D'accord? Donc, il y a une réalité qui est sur l'âge. Alors celle-là, je suis désolé pour tout le monde, mais ceux qui sont déjà plus âgés, vous n'y pouvez rien. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prendre les gens de plus en plus jeunes qui sortent et qui ont fait les meilleures notes possibles. Parce que le dossier, il est là aussi. C'est que quand vous allez souscrire à l'université, en tout cas à l'école doctorale, on va commencer à regarder vos notes. Et on va prendre les meilleures, parce qu'il faut bien une manière de distinguer les gens. Et puis après, on va regarder si vous avez déjà rédigé des choses, si vous avez quelques publications. Beaucoup, beaucoup d'architectes, malheureusement, arrivent chez moi avec juste, ils ont fait les hameaux, ce qui est bien,
ils ont des bonnes notes à l'EAMO, ce qui est très bien. Et après, ils ont travaillé 4 ans dans un cabinet. Ils veulent faire une thèse. À moi, quand je vois ça, je dis, mais en quoi, quel est l'élément qui me ferait comprendre qu'il a envie de faire de la recherche scientifique, puisque il est allé travailler dans un cabinet, il a fait des bonnes études, mais par rapport à la concurrence aujourd'hui, ça va pas être suffisant. Donc ça veut dire que, et je prends l'exemple de la Couteau qui est avec nous, je la laisserai parler après, mais elle était aux États-Unis, donc ça veut dire qu'elle a fait les hameaux, des bonnes notes, États-Unis, elle avait eu un prix, elle avait été remarquée à gauche, à droite sur certaines choses d'entrepreneuriat et consorts, et donc elle n'arrive pas avec un seul truc qu'elle a fait dans sa vie, donc elle arrive avec une plus-value pour se distinguer par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que le jeune qui sort de les hameaux et qui va travailler 4 ans chez un architecte ne serait pas bon pour faire une thèse. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien dans le dossier qui pourrait m'indiquer que on aurait une plus-value à ce niveau-là. Et donc là, c'est assez compliqué parce qu'on ne va pas commencer à miser sur des gens dont on n'est pas forcément sûr. Et donc ça va prendre de l'ampleur et de plus en plus d'ampleur. Et puis après, vous allez lire le descriptif du projet de recherche. Là aussi, faites attention quand vous sollicitez un professeur. Beaucoup d'entre vous sollicitent en faisant des copier-coller. Alors souvent, on reçoit même, on voit que le nom et le prénom ne sont pas de la même écriture, de la même grandeur que le reste du texte. Ça paraît tout bête, mais je vous assure que c'est 1 sur 2 qui est comme ça. Donc ça veut dire que quand on dit ah cher monsieur Chenal, on a dit ah cher monsieur machin, cher monsieur, et vous êtes déjà allé chez 25. Bon, comment voulez-vous que je vous prenne si je suis moi en concurrence avec les 25 autres? Ça c'est très important. Quand vous écrivez un professeur pour le dossier, vous rédigez depuis zéro, sans aucune faute d'orthographe, un email de pas plus de 10 lignes, parce qu'après on ne peut pas lire ça. Vous n'imaginez pas le nombre d'emails que je reçois qui ne sont pas signés. Le gars, il a oublié de mettre même son nom. Ou bien certains, j'ai reçu l'autre jour, un CV comme ça. Puis le gars, il me dit, ah, vous n'avez pas répondu. Alors bien sûr, je ne réponds plus du tout aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune et que j'en recevais un par semaine, je répondais. Aujourd'hui, au mieux, je renvoie à ma secrétaire qui répond à ma place. Mais faites très attention à ça, parce que c'est la première manière de se présenter. On a engagé des gens l'autre jour, depuis le Maroc, à l'université Mohamed VI Polytechnique, et dans l'entretien, je demande, alors pourquoi vous voulez venir travailler à l'université Mohamed VI Polytechnique? Où ça? Ils n'avaient même pas enregistré le nom de l'université à laquelle ils soumissionnaient. Je reçois des demandes Université de Lausanne. Bon, mais moi je suis pas à l'Université de Lausanne, je suis à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui n'a rien à voir. Alors je sais que à Dakar et dans d'autres parties, les écoles polytechniques sont une partie de l'université. L'école polytechnique à Dakar est une partie de l'UCAD. Chez nous, c'est tout à fait différent. On n'est pas au même niveau dans les rankings internationaux. Et donc, on n'a même pas pris la peine de regarder d'où je venais. Donc, comment voulez-vous, à un moment donné, que on prenne au sérieux toutes ces demandes où il y a marqué Madame Chenal, ou bien où c'est pas la même écriture, ou bien où je viens de l'Université de Lausanne, ou bien où on met cher professeur avec plusieurs collègues en copie, puis on balance ça en disant voilà, je vais faire une thèse, comme si nous on allait passer du temps à répondre à ce genre de choses. Donc ça c'est le premier truc, c'est extrêmement important. Je suis sûr qu'il y en a plein qui rigolent derrière leur écran, mais vous n'imaginez pas, c'est la majorité des demandes que je reçois. Et donc là, que vous ayez bien rédigé votre proposal ou pas, on n'est de toute façon pas encore là et on n'entrera même pas en matière sur le proposal. Ah, maintenant, j'y viens et puis je m'arrêterai là pour cette première partie. Le proposal lui-même. Si vous venez vers moi,
comme je dis, soit c'est moi qui ai le financement et vous allez faire ce que moi je veux qu'on fasse. Soit c'est vous qui avez votre financement, mais s'il y en a un qui vient vers moi et qui me dit, moi je veux traiter d'un sujet, je ne sais pas, de sociologie urbaine dans une ville canadienne. Je dis, bon, intéressant, mais moi je ne travaille pas là-dessus. Donc allez voir quelqu'un d'autre. Hein. Donc pour que moi je passe du temps, il ne faut pas juste un financement. Parce que les financements, alors certains collègues qui ont moins de possibilités, sans doute, mais si vous arrivez jusqu'avec votre financement, mais que vous faites des choses qui, moi, ne m'intéressent pas, bon, bah, ce ne sera pas suffisant. Et donc, ça veut dire que vous devez bien quand même prendre la mesure du professeur chez qui vous allez et vous inscrire à un moment donné dans, je dirais, le- la manière de faire de ce professeur. Hein, si vous avez quelque chose de spécifique, si c'est ce à quoi vous tenez, eh bien, trouvez le professeur qui travaille là-dessus. À l'opposé, si vous voulez absolument aller chez un professeur, tel et tel, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes prêt à changer votre projet de recherche pour justement dire, ah, voilà, vous avez travaillé là-dessus, là-dessus, moi je pourrais amener telle pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on va commencer. Et puis après, forcément, il y a dans l'écriture même du proposal quelques règles. C'est clair qu'aujourd'hui, s'il est rédigé en anglais ou au moins traduit en anglais, ce sera plus simple que s'il est en français, bien que avec les logiciels aujourd'hui, ça va bientôt plus faire de sens de mettre tout en anglais ou tout en français, puisqu'on peut cliquer sur la langue qu'on veut et à 97%, on est à peu près juste. Donc tout ça va changer les prochaines années. Et puis ensuite, euh, euh, pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. De nouveau, hein, on n'est pas sur le fond, on n'est que sur la forme, vous l'avez vu, pas de faute d'orthographe. Et puis, on doit comprendre, dans le petit résumé, on doit comprendre comment ce que vous allez faire votre thèse. Je dois en 3 phrases comprendre ce que vous aimeriez faire. S'il vous faut 15 pages pour m'expliquer, c'est que c'est pas très clair. Dans le résumé du début, en 10 lignes, je dois tout comprendre. Après, à titre personnel, ce qui moi m'intéresse, c'est quelles sont les méthodes. Vous avez des questions de recherche ou des hypothèses ou des hypothèses, et puis c'est de dire quelle méthode j'utilise pour répondre à mes hypothèses, pour valider mes hypothèses. Et pour moi, c'est le lien entre les questions hypothèses et la méthode qui me donneront des résultats qui, moi, m'intéressent. Donc, c'est cette cohérence. À la limite, la question m'importe peu, puisqu'il peut y avoir autour de la ville africaine de la planification de la gestion urbaine une foultitude de questions. Donc, en soi, plus ou moins, je ne veux pas dire toutes les questions m'intéressent, mais majorité, dès le moment où on, on- on essaie de comprendre un peu ce qui se passe, il y a un intérêt, mais ce qui aujourd'hui m'intéresse le plus, c'est la cohérence que vous allez mettre entre votre question slash hypothèse de recherche et la méthode qui permet d'y répondre. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie parce qu'autrement, on va perdre tout le monde et je vais endormir tout le monde. Euh, et je vous redonne, William, la parole. Merci beaucoup, professeur. Bon, je ferai un petit résumé de la première partie. Le professeur Chenal a fait mention des questions préalables qu'il faut se poser avant de s'engager avant d'envisager même s'engager dans un cursus de doctorat. La possibilité d'être docteur ou la possibilité de pouvoir voyager ailleurs. Puisque aujourd'hui, en Afrique, on peut collaborer avec des universités sans forcément quitter le territoire. Donc, après cette question, il faut se demander aussi si on a suffisamment la possibilité de pouvoir investir de soi, des investissements personnels et surtout financiers de l'autre pour pouvoir s'engager dans une thèse. Et ensuite, le projet de thèse en lui-même, comment il faut le rédiger, mais préalablement à ça, comment il faut contacter des professeurs. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans un projet existant dont le financement est déjà connu ou il faut venir avec son propre projet, ce qui signifie qu'il faille chercher des financements personnels. Donc,
Après, on s'est concentré sur le deuxième cas, le professeur s'est concentré sur le deuxième cas où vous venez avec votre propre projet de recherche, slash, votre propre financement. Malgré que ça soit votre financement, il y a une concurrence féroce dans la sélection des doctorants. Donc, il va falloir avoir un profil assez diversifié ou percutant pour pouvoir en fait se faire démarquer des autres. Et au-delà de ça, le projet lui-même doit être bien écrit. Bon, ça, c'est les derniers mots du professeur. L'anglais, c'est mieux, même si aujourd'hui, il n'y a pas assez de différence vu les différents moteurs de traduction que nous avons. Et ensuite, il faut que le projet soit assez clair. Il faut qu'on sache en fait ce que vous voulez faire. Et tout en lisant tout simplement le résumé de votre projet de thèse. Donc, voilà à peu près la première partie du professeur. Nous allons donner la parole à la docteure Konou pour qu'elle puisse intervenir avant qu'on ne revienne avec le professeur. D'accord. Merci beaucoup. Euh, vous me recevez bien, William? D'accord, super. Donc, j'ai été très, très ravie d'être précédée par le professeur Jérôme Chenal, qui est d'ailleurs mon directeur de thèse. Et j'ai préparé une petite présentation. Si, je vais voir si ça marche. J'espère que ça s'affiche bien. Souvent, c'est mieux avec en PDF que en PowerPoint chez moi. Donc, C'est bon, on voit bien. c'est bon, d'accord, merci beaucoup. Alors, par rapport au thème, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il s'agissait de parler que de la rédaction, donc le parcours de rédaction littéraire, scientifique de la thèse, ou est-ce qu'il faudra parler de l'ensemble, donc du parcours général? Et je suis très contente que le professeur Chenal m'ait devancé avec plutôt ce regard générique de ce que c'est que le parcours de thèse. Donc, c'est des éléments basés sur mon propre vécu, mon expérience. Et c'est très, très important, comme l'a dit le professeur, qu'il faille prendre des décisions bien avant même que de décider de faire la thèse. Donc, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup se renseigner. Et je pense que cette initiative de la Récimva est d'ailleurs très belle pour permettre à ceux et celles qui envisageraient de faire une thèse ou de se poser la question de savoir si ils sont à même d'entamer cette démarche ou pas. Donc, au-delà de la motivation, de la motivation par la passion, je trouve il y a beaucoup d'autres paramètres. On ne va pas revenir dessus, donc il ne faut pas euh, se cantonner que sur la passion d'un thème ou même du fait de l'idée de devenir docteur dans son domaine. Cela ne suffirait pas. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui viennent d'être cités, qui rentrent en compte. Il faut aussi voir l'avantage ou le bien fondé de ce qu'on veut faire comme thèse, euh, aussi bien en prenant en compte le thème que les avantages que cela apporte à soi aussi. Et donc, les opportunités que cela peut offrir euh, à court, moyen et long terme. Donc, après cette thèse-là, il faut bien les identifier. Il faut aussi être sûr que ce qu'on va faire comme thèse apportera à la science dans son domaine et pourquoi pas au-delà, si on arrivait à faire, par exemple, un travail pluridisciplinaire où on collabore avec d'autres scientifiques. Euh, c'est assez important que ces trois éléments soient réglés donc, dans la réflexion avant que de s'engager. euh, dans la thèse.
Et donc, le parcours doctoral en lui-même, euh, il varie, hein, la durée varie de 3 à 4 ans et parfois même plus. Donc, aux États-Unis, j'ai vu que des gens faisaient des thèses pendant même 7 ans, 8 ans. Donc, c'est vraiment variable selon le pays, selon l'école, selon le professeur, le laboratoire. Donc, il y a beaucoup de différences. Et les grandes étapes donc de la rédaction de la thèse ou du parcours de thèse, c'est la partie recherche. Et selon le laboratoire ou le professeur avec lequel on travaille, on fera de la recherche beaucoup plus, soit quantitative, soit qualitative, ou un mix des deux. Donc, rechercher beaucoup de données pour les transformer, pour dire facile, simplement en données chiffrées ou vraiment aller dans du texte, dans du ressenti, oui, du qualitatif. Et après, il y a l'étape de rédaction qui n'est pas des moindres, où il faut partir de tout ce qu'on a récolté comme données, traiter les résultats qui ont été trouvés et rédigés sur la base de ces éléments-là. Et bien sûr, vient à la fin la défense ou la soutenance. Et peut-être même les soutenances suivant l'école qu'on fait. Par exemple, à l'EPFL, il s'agit de présenter 2 fois, donc une soutenance privée et une soutenance publique. Il y a même à l'EPFL 1 an, donc la première année est dédiée à rédiger son plan de recherche qu'on suit pendant les 3 ans qui arrivent ensuite. Et donc, il y a un examen appelé examen de candidature à la fin de cette première année-là et selon qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas à cet examen, on n'est pas accepté ou on est accepté pour la suite de la thèse. Et cet examen hum, cet examen disons, de première année peut plutôt être un examen de mi-parcours, par exemple, dans des universités aux États-Unis, peut-être à la deuxième année, ce qui te permet de continuer si il se passait bien. Et avant que de décider aussi de se lancer sur ce parcours, il faut évaluer ses propres compétences, donc s'auto-évaluer, voir si on a déjà, comme le professeur l'avait dit, déjà si on aime déjà tout ce qui tourne autour de la science, de la recherche, si on a des compétences académiques, donc rédaction d'articles, que ce soit scientifique ou pas, ou que ce soit dans la littérature grise. Et il faut avoir déjà des relents il faut être, avoir des compétences d'éthique très fortes, par exemple, être prêt à ne pas plagier. Ça paraît simple quand je le dis ainsi, mais c'est très important de faire attention à tout ce qui est éthique, même dans la recherche. Donc, de plus en plus, avec la question des données, on ne peut pas faire de thèse et être et pouvoir publier dans certains journaux si on ne demande pas qu'on ait fait, par exemple, un comité d'éthique. Et c'est des choses, des chemins pas faciles à parcourir et il faut être prêt à faire tout cela. Donc, il faut choisir son sujet et son directeur ou sa directrice de thèse. Et ça aussi, le professeur a déjà dit beaucoup de choses à propos. On a parfois le choix et parfois on n'a pas le choix. Donc, on décide de ce qu'on voudrait. Moi, j'ai décidé de ne pas avoir le choix, mais
ce qui a été très bien, c'est que même en n'ayant pas le choix, ce que j'ai fait m'a plu, m'a passionné. Donc, c'était dans, ça coïncidait en fait. Donc, c'est aussi de cela qu'il parlait. Il faut trouver il faut trouver une thèse, un professeur, un directeur de thèse qui travaille dans des sujets connexes à ce qui nous passionne. Donc, passion et faisabilité pour le choix du sujet, originalité. Il faudrait qu'à la fin de la thèse, que ce travail soit une contribution euh, qui apporte un plus à ce qui existe déjà, que ça ne soit pas une répétition des choses qui existent déjà. Et donc, il faut avoir aussi beaucoup lu, déjà commencer par lire des publications scientifiques, des thèses, pour voir ce qui existe déjà et comment ces autres personnes s'y sont prises pour trouver ou ressortir quelque chose d'original d'un sujet qui paraissait déjà connu. Euh, le directeur ou la directrice, il faut pouvoir les choisir. Ça peut être aussi des co-directeurs, hein. Euh, il faut pouvoir le choisir en sachant qu'on soit aligné donc sur les principes, les valeurs, les passions aussi de cette personne-là. Et cela permet d'assurer un soutien de cette personne tout au long de la thèse. Et, et cet élément est très primordial. Je ne dis pas que les autres ne le soient pas, mais moi, je peux vous dire que si j'ai pu terminer ma thèse, si j'ai pu la réaliser dans les temps qu'il faut et avec joie à la fin. Si je peux me mettre devant vous aujourd'hui et vous parler de mon parcours, c'est grâce au soutien de mon directeur de thèse. Et donc, euh, sans cela, ça n'aurait pas été possible du tout. Il n'y a pas de... je crois il y a pas de doute sur ça. Donc, c'est vraiment un élément à prendre au sérieux. Je sais pas pourquoi ça revient en arrière. OK, non, c'est bon. Alors, les sources de financement aussi, on en a déjà parlé. On peut chercher soi-même des bourses, donc locales ou internationales. Et je suis très ravie que de plus en plus des thèses de qualité, des programmes de qualité de thèse soient présents sur le continent africain. Et cela dénote aussi du travail que font les enseignants sur le territoire, sur le continent. Euh, il faut avoir la capacité de gérer son temps. Cela dépendra aussi du laboratoire et du professeur qui vous suivra parce que selon le type, la façon de travailler de cette personne, vous serez emmené à soit être, euh, être guidé en mode micromanagement ou tout ce que vous voulez faire, vous avez besoin qu'on vous le dise. Soit vous pouvez vous retrouver avec plutôt des situations ou des cadres où on vous donne vraiment la liberté de vous exprimer en vous guidant quand même au minimum pour qu'il y ait à la fin qu'on s'entende sur les résultats. Mais voilà. Euh, Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a quand même un besoin de maîtrise du temps, de gestion du temps, mais que ce soit avec un laboratoire où on est plutôt autonome ou plutôt cadré. Et vie professionnelle, donc vie de thèse, vie d'assistant, chercheur et vie privée. Pour que la thèse aille bien, il faut aussi que
euh, tout ce qui est en dehors de la thèse se passe bien. Le professeur Chenal a parlé de se retrouver parfois loin de sa famille, loin de son clan d'origine. Et il faut pouvoir aussi être capable de se créer un nouveau clan, une nouvelle famille, s'il advenait qu'on se déplace pour faire la thèse. Et donc, pouvoir aussi se donner, se fixer des objectifs à court, moyen et long terme parce que c'est une course d'endurance. Ce n'est pas, oui, ce n'est pas une course rapide de 100 mètres. En dehors de ce qu'on fait dans son laboratoire, dans son école, il faut être ouvert aussi au monde académique, scientifique. Et cela prend aussi du temps dans le processus de rédaction de la thèse. On ne travaille pas que sur son sujet pendant 4 ans. On est amené à collaborer avec d'autres labos, d'autres écoles, euh, et donc, il faut être ouvert à socialiser et cela demande un engagement professionnel aussi. Donc, professionnel et personnel, il faut avoir des compétences, ce qu'on appellerait les soft skills pour pouvoir créer un réseau qui va aussi forcément nous servir après la thèse. Donc, on peut postuler à des conférences avec des articles, euh, et oui, ne pas aussi s'arrêter à son domaine, donc vraiment être ouvert à d'autres disciplines hein, que ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui tourne autour de la ville et des espaces. Euh, en parlant de soft skills, j'ai, j'ai trouvé que le parcours de thèse n'est pas qu'un élément qui nous apporte ou qui nous ramène à un, un commun que scientifique. C'est vraiment une vie dans une vie. Je le trouve ainsi parce on peut être amené à faire face à beaucoup de challenges. On peut vivre de la solitude. On peut se sentir seul face à ce qu'on fait comme recherche. Et il faut trouver des stratégies, il faut pas s'isoler, il faut trouver des personnes à qui on peut s'accrocher. Il faut trouver des personnes avec qui on peut discuter de ces difficultés, en commençant par le directeur de thèse, bien sûr, comme je l'avais dit. Et il y a aussi des périodes scientifiquement où dans la recherche, on peut être bloqué, où on a des doutes, on se demande si ce qu'on fait va vraiment arriver à bout. Et voilà, pour s'en sortir, il faut savoir que sur ces 4 ans ou plus ou moins, il faut persévérer. Il faut de la résilience. Il faut savoir pouvoir se relever quand il y a des moments pas très hauts. Et on oublie aussi, je pense, c'est très important de le mentionner. Quand on veut démarrer une thèse, on ne pense pas beaucoup à l'après-thèse. Et ce n'est qu'après la thèse qu'on fait face en fait à cette période. D'ailleurs, tout au long de la thèse, vous découvrez, vous découvrez d'autres choses, de nouvelles choses, des personnes. Et vous ne savez pas vous projeter forcément très vite. Et donc, je trouve que c'est très important de voir, d'avoir une image globale de la chose dès le départ, avant même que de se lancer dans la thèse, de savoir quelles sont les ouvertures, les débouchés qu'on a après la thèse et même pas que du côté vie professionnelle. Il faut vraiment s'imaginer un écosystème vie personnelle, professionnelle, avant que de se lancer dans une thèse.
Et pour cela, il faut prendre beaucoup de conseils de personnes qui ont déjà fait une thèse, qui sont en train de faire une thèse. Et il faut aussi pouvoir se poser la question de ce qu'on veut faire après la thèse, parce que euh, la thèse n'est pas une clé qui ouvre toutes les boîtes possibles. Ce n'est pas une clé magique. Ce n'est pas une baguette magique. Euh, en la finissant, on peut trouver du travail dans le secteur privé, public, dans les organismes internationaux. On peut continuer dans le domaine académique et devenir professeur. Euh, et par exemple, dans la recherche, c'est très... après la thèse, ce n'est pas si facile que ça. Cela reste très compétitif. Et aussi dans les secteurs privés et publics on peut facilement arriver à se retrouver face à des commentaires de vous êtes surqualifié, tu peux retrouver une offre d'emploi dans une entreprise dont le DG a une licence, par exemple et, et donc qui n'a pas eu besoin de faire une thèse et qui aussi personnellement peut avoir un complexe de recruter quelqu'un qui a un doctorat. Il y a aussi les lois des pays où s'il faut respecter les choses, il faut payer, il faut un minimum de salaire pour une personne qui a un doctorat. Et si l'entreprise ne peut pas démontrer qu'elle a ces moyens-là pour payer ce salaire, elle préférera tout simplement ne pas vous prendre. Mais ce n'est pas pour présenter un- une image sombre de la chose, c'est juste pour dire que tout n'est pas donné, tout n'est pas une rivière calme qui passe, c'est aussi assez de challenge après. Donc, c'est très important de penser à l'après aussi avant que de se lancer dans la thèse. Et pour cela, on a besoin de soutien, de mentors, comme je l'avais dit. Il faut être aussi flexible et être curieux. Flexible pour pouvoir aller sur le chemin qui nous est ouvert et offert. Et n'oubliez pas surtout de célébrer les victoires. Chaque étape compte. Chaque milestone est un élément qui renforce en fait le chemin. C'est comme une pierre qu'on pose l'une sur l'autre pour créer l'escalier qui permet de monter au sommet. Et à chaque fois qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait, savoir être résilient, je reprends ce mot, persévérant et ajuster le cap. Donc voilà ce que j'ai préparé, la petite chose à vous présenter. Et si, voilà, je repasse la parole à William. Merci. Merci beaucoup, Dr. Konou. Ça a été très enrichissant de vous suivre, de vous écouter. Je vais faire un bref résumé pour ceux qui nous ont rejoints. La présentation de la docteure Konou peut se résumer en quatre phases. La première phase, comme le professeur Chenal l'a évoqué tout à l'heure, c'est la phase où on s'interroge soi-même, on se pose des questions. On s'interroge sur ses réelles motivations, les avantages à avoir un doctorat ou à s'engager dans un doctorat ou les contributions qu'on est capable en fait d'apporter à la science, ce qu'on est capable de faire soi-même. En, en plus de ça, la deuxième phase sera le parcours doctoral. Bon, euh, la docteure Kono a fait une petite présentation de son cursus en quelque sorte. Bon, la durée du doctorat, d'habitude, ça varie d'un pays à l'autre, mais généralement, c'est de 3 à 4 ans. Et il y a des étapes claires. Il y a les étapes de cours, la plupart du temps, les étapes de recherche, l'étape de la rédaction et l'étape de la défense. Donc, suivant chaque institution, ces étapes peuvent être chevauchées d'une manière ou d'une autre, ou certaines étapes peuvent ne pas exister. Dans certaines écoles, il n'y a pas de phase de cours. On passe directement à la phase de recherche, à la phase de rédaction. Donc, la troisième étape, c'est la partie du financement de sa thèse. Et
de l'organisation. Donc, quand tu es déjà accepté, comment est-ce que tu gères tes finances, comment tu finances tes recherches, comment tu gères ton temps pour pouvoir en fait avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, ou je dirais même vie de chercheur. Et la quatrième étape, c'est est-ce que la thèse s'ancre dans un projet professionnel long terme? Est-ce que au-delà de la thèse, on a des objectifs ou l'objectif est simple d'avoir le doctorat et de réfléchir après parce que avoir le diplôme, comme elle a bien dit, ça n'ouvre pas toutes les portes. C'est pas une clé magique. Et tu peux te retrouver après à ne pas pouvoir en fait atteindre les objectifs que tu t'es fixé à la base. Bon, la dernière étape était des conseils du, d'une esthésate qui encourage ceux qui sont dans la thèse à persévérer, à ne pas se démotiver, à fournir suffisamment d'efforts pour pouvoir atteindre les espaces de leur vie. Donc voilà à peu près la présentation de la docteure Kono. Je ne sais pas si on va passer directement à la phase questions-réponses ou on va redonner la parole au professeur Chénal pour une dernière contribution avant de passer à cette phase-là. Professeur Chénal. Merci. Non, alors je sais pas, peut-être que le mieux serait de passer une phase de questions, euh, sans doute le plus simple. Vous l'avez vu, donc juste peut-être en résumé de en résumé de votre résumé, euh, on est finalement la partie rédaction même d'une proposition. Dans tout le process et dans toutes les questions qu'on doit se poser, c'est relativement restreint. Euh, Ça demande de se faire bien, hein, ça c'est clair. Mais pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont architectes. Je dirais que le dessin même du projet, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Ce qui est difficile, c'est de trouver le client, de trouver les demandes, les autorisations administratives, de s'assurer que les artisans seront bons, de savoir que, voilà, il y a tous ces aléas. Et, euh, et donc, je dirais que, euh, bien sûr, on doit être à niveau, bien sûr, on doit rédiger des textes et des idées qui sont intelligentes et intelligibles, mais s'il n'y a que ça passera de toute façon pas. Donc, s'il n'y a pas l'emballage qui va avec et que l'emballage est beau, c'est la même chose, vous le savez aussi bien que moi. Il y a des très très bons projets qui n'ont jamais vu le jour parce que les gens n'étaient pas en capacité de manager le contexte. Et il y a des très mauvais projets d'architecture qui voient le jour tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont en grande capacité de manager avec l'État, avec les privés, avec les autorisations. Euh, et voilà. Et donc, la réussite ou non ne dépend pas de la qualité de votre proposal. Il dépend de la qualité de l'ensemble du dossier et de la compréhension que vous aurez du contexte dans lequel vous mettez les pieds. Ça, c'est très clair. Et ce qu'a présenté Akuto est valable pour toutes les universités. Même si vous prenez l'université à côté de chez vous, vous devez vous poser les mêmes questions. Et moi, je vous encourage, dans la plupart du temps, si c'est la thèse que vous voulez faire, à prendre l'université à côté de chez vous. Moi, j'ai des gens qui me sollicitent depuis 4 ans. Bon, depuis 4 ans, ils me sollicitent pour une bourse en Suisse. Depuis 4 ans, ça marche pas. Et au bout de 4 ans, ça n'a pas marché. Hein, quand le clou, il veut pas rentrer, c'est pas en tapant plus fort que ça va rentrer, c'est qu'il y a un autre souci. Bon. Mais il continue. Imaginez 4 ans, ils se seraient inscrits dans l'université à côté de chez eux, ils seraient déjà aujourd'hui docteurs. Mais ils ont préféré, toutes les années, revenir à charge sur la même chose qui ne fonctionnera sans doute jamais. Donc, là aussi, vous devez faire des arbitrages. Celui qui met 4 ans pour essayer d'aller faire une bourse, c'est stupide. Et ça, je vais être très clair avec ça. C'est stupide. Essayez une fois. Si ça marche pas, vous inscrivez à côté de chez vous. Faites une belle thèse à côté de chez vous. Faites le maximum de publications à côté de chez vous. Utilisez ce qu'on peut faire comme codirection pour avoir le nom que vous souhaitiez en Europe, aux États-Unis, qui soit quand même dans votre diplôme à un moment donné. Faites des publications, faites du réseau. Et puis après, vous irez faire un postdoc ailleurs.
parce que vous aurez des choses dans votre dossier. Donc, si je ne peux pas aller au MIT, à l'EPFL ou à Stanford cette année, je m'inscris à côté de chez moi, je fais ma thèse, j'y vais. Et puis, une fois que j'ai un titre. Alors, bien sûr, c'est pas le Real de Madrid, peut-être, peut-être. Il y a des grands joueurs qui sont aujourd'hui dans des petits clubs. Si vous êtes jeune, rien n'empêche d'aller dans un club plus fort après. Ça, c'est très clair aussi. D'un autre côté, est-ce que vous savez où est-ce... Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais William, est-ce que quelqu'un sait où j'ai fait ma thèse? Je ne sais pas si vous l'avez dit. Bon, mais la plupart d'entre vous ne le savent pas. Ben non, il n'y a pas marqué sur mon titre. Bon, moi, je l'ai fait à l'EPFL. Pourquoi? Parce que c'était à côté de chez moi. Bon, alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'EPFL à côté de chez moi. Mais sincèrement, si c'est docteur que vous voulez être, perdez pas du temps à essayer de trouver des combines à l'autre bout du monde alors qu'à côté de chez soi. Et plus de gens sérieux feront des thèses dans les universités en Afrique avec un professeur sérieux, un co-directeur que vous allez chercher ailleurs, et puis vous jouez le jeu comme ça, plus il y aura ces gens-là, plus votre club sera au niveau. Le but, c'est pas que tout le monde aille au Real Madrid. Le but, c'est d'avoir plein de clubs dans les universités qui soient au niveau du Real Madrid. C'est ça l'enjeu. Donc, participez à cette construction-là. Et si vous êtes un peu malin, je vous assure que, dans quelques années, personne ne vous demandera où c'est que vous avez fait votre thèse. Et deux, si vous êtes malin et que vous faites vos articles et que vous êtes bon, eh ben, vous irez en postdoc ailleurs ou je ne sais où, et même vous resterez chez vous et vous ferez ministre. C'est très bien aussi, ministre. C'est pas grave. Plaisante, bien sûr. C'est très bien d'être ministre. Euh, euh, mais voilà. Donc, prenez ça. Ne passez pas 4 ans, 5 ans à essayer d'obtenir un truc. C'est le temps qu'il faut pour faire une thèse. Vous essayez une fois. Si ça marche pas, votre bourse pour le Canada, le MIT, je sais pas quoi, vous vous inscrivez à côté de chez vous. Vous prenez le prof le plus rigoureux que vous trouvez. Vous cherchez quelqu'un pour la codirection. Et puis vous essayez ensuite d'avoir une petite bourse à gauche, à droite. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes en thèse, vous pouvez trouver une petite bourse plus facilement pour venir 2 mois en Suisse, en France ou je ne sais où, plutôt que pour toute la durée de la thèse. Donc je vous encourage vraiment à repenser ça et à foncer. Merci beaucoup, professeur, pour votre contribution, vos derniers ajouts. Je vais donner la parole à l'audience. Ceux qui veulent bien intervenir ou poser des questions, je pense que vous avez la parole. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. On lira directement votre question si c'est ce que vous souhaitez. Alors, je me permets de répondre à la question 1. Des jeunes professionnels sans aucun acquis. Alors, sans master de recherche, oui. Par contre, si, comme je dis, vous êtes jeune professionnel et que vous avez fait de l'architecture chez les architectes, vous avez zéro travaux de recherche, zéro publication, zéro signe qui fait que vous aimeriez faire de la recherche, il y a, c'est impossible. C'est pas impossible ailleurs, je parle là puisque on me demande à l'EPFL, c'est impossible. Il y a une telle concurrence que moi je reçois des demandes tous les jours. Donc il y a toujours un Chinois quelque part qui a 54 fois plus de publications que moi-même quand il postule, parce qu'il a passé 10 ans à faire que ça pendant que vous faisiez d'autres choses. Je caricature bien sûr, mais on a beaucoup de demandes de Chine, d'Inde, euh, et, et, et d'Iran aujourd'hui, avec des excellents dossiers. Après, bon, ils veulent travailler, l'Indien qui veut travailler au fin fond de l'Afrique, est-ce que ça fait du sens ou pas? Ça, on peut se poser la question. Est-ce que finalement, on croise les regards ou pas? Mais entre la Chine, l'Inde et l'Iran, je peux vous dire qu'on reçoit des excellents, excellents dossiers. Donc nous, moi, ce que je dois faire, c'est que si j'ai une place, je dois sélectionner le meilleur ou la meilleure. D'accord? Et à ce jeu-là, bah, celui qui n'a pas de master de recherche, qui n'a pas fait de publication, qui n'a rien fait, bah, la probabilité que celui-là passe, elle est extrêmement faible. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a
séparer les deux choses. Donc moi, je donne mon avis sur le doctorant, donc je peux choisir, mais j'ai une commission qui décide si le candidat qui s'appelle l'école doctorale, puisqu'il doit être inscrit dans une école doctorale, donc c'est un, il y a un panel de reviewers qui décide si les gens sont à niveau ou pas pour faire partie de cette école doctorale. Donc il y a une double. Voilà, moi je pourrais dire, ah, j'aimerais bien cette personne, et puis la commission va me dire, mais Jérôme, t'as bien vu, il n'a pas fait de recherche, rien du tout. Ah, moi je peux pas dire, ah, je la connais, c'est le petit frère du cousin du neveu du ministre que je connais bien. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut plus se faire. Et c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes là sur vos qualités et pas sur votre euh, votre village de naissance, mais véritablement sur vos compétences. Et donc, ça veut dire que quand Akuto est venu, si la commission avait décidé qu'elle n'était pas capable, sur dossier, de faire une thèse, elle ne serait pas là. C'est très clair. Q2, Oui. Akuto à toi. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Alors, est-ce que j'ai des fois pensé à abandonner? Je suis très claire sur cette réponse. Non, je n'ai pas pensé à abandonner. Il y a toujours eu des moments de doute, comme je l'avais dit, mais je suis aussi de nature à être persévérante et à vouloir aller au bout de ce en quoi je m'engage. Donc, c'est un principe personnel. Euh, donc, j'ai pas pensé à abandonner. Je me suis dit, je me suis engagée, je vais aller à la fin. C'est pour ça que c'est important de connaître les paramètres dont j'avais parlé et de se définir des objectifs. Et par contre, voilà, les difficultés qu'il y a eu, ça a été des difficultés de délai, donc de temps, où on a besoin parfois d'avoir besoin de négocier, on a besoin de négocier, de demander un peu plus de délai pour arriver à bout donc de ces objectifs-là qui ont été fixés ensemble. Mais sinon, l'abandon, personnellement, moi, j'y ai pas pensé. Pour moi, c'était pas sur ma liste. Oui, merci. Bon, Mais il y en a beaucoup hein, qui pensent parfois sur 4 ans, il y a des hauts et des bas, et même si il y a pas, c'était pas sur la liste, mais il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres pour X raisons. Aussi certains pour des raisons privées aussi, parce que il faut s'insérer dans une équipe qui est pas où il y a, quand on vient à l'EPFL, où il peut y avoir des Suisses et d'autres nationalités européennes, donc c'est pas facile de trouver sa place. En principe, on arrive toujours dans une équipe où les gens ont déjà commencé, sont un peu en avance sur vous, donc c'est compliqué d'être le ou la petite dernière quand on arrive. Donc ça, c'est tous des questionnements qui sont extrêmement difficiles à gérer, et je le sais, mais pour tout le monde, il n'y a aucune exception, y compris moi quand j'ai fait ma thèse. d'accord, monsieur. Euh, bon, moi, la question à l'endroit de la docteur Kono n'était pas totalement finie. Quelles ont été vos principales difficultés? Et- D'accord, oui. Donc, j'avais commencé alors, c'est euh, ce besoin de parfois aussi selon la méthode de travail. Donc, quand on est un peu trop méticuleux, quand on est un peu trop... euh, il y a un terme pour bien désigner cela. On a tendance à Spécialiste. utiliser... Pardon? Perfectionniste, oui, voilà, perfectionniste, merci. On a tendance à utiliser beaucoup trop de temps sur quelque chose qui ne mériterait pas d'utiliser ce temps-là. Donc, on se retrouve à avoir besoin de plus de temps pour faire les choses, alors que, voilà, les délais sont là, quoi. Et donc, le prof a aussi parlé de d'autres éléments comme l'insertion, surtout quand on arrive dans un pays étranger, l'insertion dans ce pays,
dans euh, le laboratoire. Donc, les collègues qui y travaillaient déjà, il faut, comme je vous l'avais dit, ne pas s'isoler, s'ouvrir aux gens. Et en venant de cultures différentes, il faut pouvoir faire la part des choses. Euh, oui, pouvoir faire l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale, ne pas travailler à pas d'heure tout le temps, parce qu'après, on en ressent la somatisation. Donc, voilà, c'est majoritairement ces éléments. Et aussi, voilà, il y a quand même eu un moment assez difficile. Ça a été la période de publication du premier article. Donc, c'est un, c'est un parcours de combattant que de publier un article. Et le premier, c'est vraiment, c'est très particulier. Donc, ça a été une période pas facile aussi. Donc, la publication du premier article, les retours qu'on reçoit quand on envoie son article et que c'est pas accepté, que c'est rejeté, que c'est critiqué. Et il faut voir comment les reviewers répondent parfois. Ça choque, ça peut toucher à nos sensibilités. Donc, principalement, je crois que c'était un des moments les moins faciles. Sinon, ben, il faut faire avec tout ça et puis mener à bon port la barque. Oui. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon, je vais donner la parole à quelques membres du réseau qui aimeraient apporter quelques contributions. J'ai vu la main de Salvador, de Raïm. Raïm, tu as la parole. Merci William de m'avoir donné la parole et je tenais à remercier le docteur pour cette brillante présentation. Je suis Abdourahim Savadoro, gestionnaire urbain, et spécialiste en transport et doctorat. J'ai deux questions. Je suis en première année de doctorat. Est-ce bon de travailler avec un seul directeur de thèse sans un co-directeur? La deuxième question, concrètement, la première année de thèse correspond à quel niveau de l'évolution de la thèse? C'est-à-dire que la première année est dédiée à quoi, la deuxième année est dédiée à quoi, la troisième année est dédiée à quoi, ainsi que la quatrième année. En lien également avec la publication des articles, sur nous, on nous demande de publier au moins deux articles. Merci. Un couteau, je prends la réponse. Je complète si besoin. D'accord. Merci beaucoup, Abdulrahim. Je vais prendre le cas de l'EPFL, hein. La première année correspond à l'étape de rédaction du plan de recherche. Donc, c'est un peu comme le planning, le programme de tout ce qui va se passer durant la thèse. Et c'est aussi une période où on fait beaucoup de revues de littérature. Donc, on repasse dans beaucoup d'articles, beaucoup de publications grises ou scientifiques qui ont traité du même sujet que soi. On en fait une présentation devant un jury. On leur annonce que voilà ce que nous comptons faire dans notre thèse. Est-ce que c'est à propos? Euh, Maintenant, quand il s'agit de définir ce qu'il faut faire en deuxième, troisième et quatrième année, je ne pense pas qu'il y ait un schéma ou un chemin prédéfini à suivre. Cela va de soi, chacun s'organise comme il ou elle veut, mais peut-être de manière schématique, la deuxième année peut consister à la collecte des données, la troisième année en l'analyse de ces données
peut-être pas toute l'année, parce que la rédaction, la phase de rédaction n'est pas non plus des moindres. Donc, deuxième et troisième année, collecte de données, analyse de données, avec aussi toutes les étapes administratives hein, qui vont avec la collecte de données. Je parlais du comité d'éthique, par exemple, qui prend du temps parfois, donc les autorisations de recherche. Et puis, troisième, quatrième année, rédaction de la thèse et puis préparation de la défense, parce qu'il faut aussi préparer la présentation répéter plusieurs fois devant du public qu'on choisit et puis défendre. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Euh, je pense que c'est ce que j'ai retenu. D'accord, merci la docteure. Il y a une question, mais en attendant, je vais passer la parole au docteur Léon Guillemot pour qu'il puisse apporter une brève contribution et exposer de vive voix ces questions aux deux intervenants. Docteur Guillemot? OK. Le temps qu'il ne soit prêt, il y a une question à l'endroit du professeur Chenal. Quel conseil pouvez-vous donner à un doctorant qui découvre à mi-parcours que son sujet de thèse fait aussi l'objet d'une étude par un autre doctorant dans une autre université, de la part de Marie Cressel, MPFI. Ouais, alors, bon, c'est quand même rare qu'on soit exactement et strictement sur la même chose. Donc, je dirais que le risque, si vraiment, soit c'est la faute à pas de chance, soit il y a à un moment donné un plagiat quelconque d'une ou l'autre, si vous êtes sur, je sais pas, une étude sur le BRT de Dakar, sur 4 ans de thèse, que vous fassiez strictement exactement la même chose, la probabilité elle est quasi nulle. Euh, après, moi, j'ai travaillé sur la planification, sur l'espace public. Il y a plein qui ont travaillé là-dessus. Alors, déjà, si vous êtes à Ouagadougou et l'autre à Bamako, même si c'est strictement exactement le même protocole, ce ne sera pas la même chose. Après, la probabilité que que vous traitiez les mêmes données au même endroit, au même moment et que vous fassiez les mêmes papiers scientifiques, j'y crois absolument pas. Donc voilà, c'est pas grave. On peut tous, je sais pas, on peut travailler sur le rôle de la frontière dans le développement de Lomé. Bon, il y en a peut-être deux, mais il y aura peut-être un sociologue qui va faire ça, puis quelqu'un qui fera plus du quanti. Donc les méthodes devraient pas être les mêmes. Euh, si tout est la même chose, ça c'est compliqué, mais ça ne devrait pas exister. Donc c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné de document qui a été repris ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, même avec le même protocole de recherche, au bout de 3 ans, on ne devrait pas arriver au même résultat où vous allez faire des entretiens et les entretiens ne seront pas tout à fait les mêmes et vos papiers ne seront pas au même endroit publiés. Donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Ça devrait juste vous motiver pour vous dépasser un peu et puis en faire plus. Et puis, sur les rédactions, j'aimerais votre retour d'expérience. Alors, les tests par article, moi, je fais plus que ça maintenant. Pourquoi? Parce que ça permet aux doctorants et futurs docteurs d'avoir déjà des articles scientifiques, hein. Quand vous faites une thèse monographique, vous avez, au bout de 4 ans, une chose, c'est votre thèse. Là, vous avez, et chez moi, on fait 4 articles, dont un article de review possible dans les 4. Donc ça veut dire que quand vous sortez, vous avez déjà publié 4 articles plus votre thèse. Vous avez 5 produits. Et comme aujourd'hui, on est au kilomètre ou au mètre cube de texte plutôt qu'à la pertinence de ce qu'on écrit, ben, c'est beaucoup mieux pour les dossiers d'avoir déjà 4 articles. Après, ça demande quand même une manière différente de structurer la thèse, et ça, c'est très compliqué pour tous les doctorants qui ont encore le schéma de la monographie en thèse en tête. C'est extrêmement compliqué parce que, en principe, on met couche par couche, et puis on peut retourner sur le terrain.
Et quand vous faites une comparaison en deux villes, vous pouvez. Alors si je veux faire une comparaison, ça veut dire que si je fais mon terrain la première année dans la ville A et la dernière année dans la ville B, ben, je dois attendre la dernière année pour publier mon article de comparaison. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu malin avec les terrains. Ça veut dire aussi que on va pas, comme moi je l'ai fait jadis, on allait faire un premier terrain, puis le deuxième terrain, c'était pour compléter ce qu'on n'avait pas fait dans le premier. On mettait couche par couche. Là, c'est plus possible. Vous avez un terrain, vous savez le set de données dont vous avez besoin en sortant du terrain. Si vous ne l'avez pas, eh ben, il n'y a pas de possibilité de retourner, puisqu'il faut publier l'article et puis ensuite retourner pour publier un deuxième article. Et donc, on n'est plus comme ça par couches successives, mais on est comme ça, l'un à côté de l'autre, par bloc, qu'on produit à 100%. Donc ça veut dire que euh, je suis à 100% dès la deuxième année. Mon travail de la deuxième année, c'est pas l'introduction de ce que je vais faire plus tard. On est déjà au produit définitif dès la deuxième année, la troisième, la quatrième. Et donc, nous, on dimensionne, enfin, moi, je dimensionne sur 4 articles sur 4 ans. Ça fait un article par année. C'est pas. Il y a des universités qui dimensionnent sur 2 articles, mais qui interdisent les reviews. Voilà. Moi, je trouve que 4 articles en 4 ans, si vous voulez être dans une grande université, que vous êtes futur docteur, c'est quand même pas très compliqué, quoi. Merci beaucoup, docteur. Euh, La deuxième question du professeur Guigma, c'est, je souscris à l'idée de faire la thèse à l'endroit où l'opportunité de le faire est la plus proche. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges entre écoles doctorales africaines ou travaillant sur les villes africaines et j'encourage plus de résultats dans ce sens au grand bonheur des doctorants et postdoctorants. Bon, c'était plutôt une contribution et non une question. Mm. Euh, Mais je suis d'accord avec lui. Après, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est très facile à faire, hein. On l'a vu. Euh, alors, on n'est pas jusqu'à il y a très peu de temps. À chaque fois, il fallait trouver un financement pour faire voyager les 5 chefs des écoles doctorales, machin. Ça prend des années. Là, celui qui a une école doctorale, il téléphone à ses 5 collègues partout dans le monde. On trouve une heure, vous voyez, 15 heures, comme ça. Il y en a qui sont le matin, d'autres l'après-midi. Et voilà. Et donc c'est facile. On peut regarder cet après-midi, même le dimanche, on peut faire des choses. Donc il n'y a pas de. Finalement, si ça se fait pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ça se fasse, ou que les intérêts à ce que ça se fasse sont pas les bons. Si moi j'attends qu'on me paye mon billet d'avion pour faire des choses, euh, je vais mettre des années pour faire des choses. Vous voyez, là, ça coûte 0 francs ce qu'on vient de faire. On peut avoir un échange, on peut faire la même chose avec des thèses. Voilà, il faut juste donner un cadre pour que chacun s'y retrouve. Euh, Pas que le professeur qui est à l'autre bout du monde fasse du bénévolat, il faut qu'il soit officiellement euh, invité, comme ça on peut mettre sur les réseaux, comme quoi on a participé, puis il faut qu'il y ait un suivi, puis ceci. Voilà, moi, et donc la limite, elle est qu'on ne le fait pas parce que c'est pas parce que la plupart du temps, c'est pour de mauvaises raisons qu'on fait. Alors bien sûr, c'est toujours bien de se déplacer, c'est toujours bien d'avoir des choses très formelles avec plein de monde, mais rien ne nous empêche de faire des petites choses comme ça. Un de vos collègues m'a sollicité, m'a envoyé un email, il s'était arrangé pour utiliser des proches pour solliciter, comme ça ils étaient sûrs que j'allais répondre. Donc ils ont bien fait le boulot. On est là cet après-midi, on discute. Je ne sais pas où vous êtes, mais on est peut-être, je ne sais pas, il y a 40, 50 personnes, donc on est peut-être dans 20 pays différents. Voilà. Et si aujourd'hui on devait discuter en petit comité d'une thèse, bah, rien ne n'empêcherait de le faire, hein. On pourrait reprendre la présentation d'Akuto et discuter ensemble là-dessus. Donc, vous voyez que c'est possible, c'est pas très compliqué. Et là, très clairement, ça coûte rien du tout. Donc, foncez, ceux qui ont des idées, allez-y, foncez, faites venir des gens, mettez ça dans un cadre, comme ça tout le monde se reconnaît, et puis on peut avancer rapidement. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donner la parole à Monsieur Nguedio Martin qui
veut bien poser une question. Monsieur Martin, nous avons du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez lever un peu la voix? Bonjour. Vous m'écoutez mieux ou pas? Oui, légèrement Un mieux. un peu mieux. Donc, déjà, merci. Donc, j'étais à peine en train de suivre le MOOC de Monsieur Jérôme, docteur Jérôme Chenal, sur la planification. Donc, c'est sur LinkedIn que j'ai vu qu'il y avait une réunion. Donc, Ah, voyez, ça marche. je suis en master 2 à l'université de Louvain-la-Neuve, faculté d'architecture. Donc, j'avais juste une question. Désolé si vous avez répondu auparavant parce que je suis venu en retard. Euh, Quelle est la première chose qu'un étudiant qui vient d'avoir son diplôme doit faire s'il veut faire un doctorat, par exemple, s'il a un sujet de thèse? Si vous avez un conseil à lui donner. Donc, voilà. Merci. Bon, je vais reprendre ce qu'on a dit au début. Donc, effectivement, c'est ce qu'on discute depuis 1 heure et demie. Donc, je vous fais une toute petite version en 30 secondes résumée. Je pense que la première chose, c'est de savoir pourquoi vous allez faire cette thèse avant même de vous lancer. À quoi ça va servir? Est-ce que c'est pour aller à l'étranger, dans un autre pays, rester à côté de chez soi? Pourquoi vous voulez faire avoir un titre? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que l'idée de projet, ben, que vous trouviez un professeur avec qui vous pouvez échanger et pas trouver un professeur pour un professeur, mais trouver un professeur qui, euh, avec, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ses cours, lu ses livres, lu ses textes, mais où vous avez envie d'aller. Si vous connaissez, si vous devez commencer à regarder cherchez sur Google professeur en planification urbaine, villes africaines, c'est que vous avez déjà un souci. Et je vous conseille de ne pas vous lancer dans cette entreprise. Soit vous avez déjà vos quelques mentors potentiels, soit ben, vous passez votre chemin. Voilà, entrez en 1 minute parce qu'il y a bien sûr plein d'autres conseils, mais comme on vient d'en parler pendant 1 heure et demie, ce serait pas très fair-play pour tous ceux qui ont déjà entendu ça. Mais merci de nous avoir rejoints. Je pourrais compléter un peu, c'est quelque chose que Jérôme a dit aussi qui est très important, c'est que il faudrait aussi déjà commencer par laisser des traces de potentiels chercheurs, donc de commencer par publier des choses si possible, même si on n'a pas encore, on n'a pas commencé une thèse. On peut s'affilier à des professeurs, d'autres chercheurs pour commencer par avoir son nom sur des publications ou s'investir aussi dans d'autres activités autres que la pratique en tant qu'architecte urbaniste. Merci. Mais je voudrais juste encore, et je pense que c'est pas Couteau qui va me contredire, euh, il faut travailler, 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 travailler. Si vous n'êtes pas prêt à travailler, ne vous lancez pas dans des entreprises. Il n'y a personne qui fait une thèse juste en mettant les pieds sur le bureau et en attendant que ça passe. Ou ceux-là, ils auront choisi des universités où on permet ce genre de choses. Et c'est pas le but du jeu parce qu'ils auront rien gagné à la fin. Donc vraiment, il faut savoir qu'il y a un vrai investissement là derrière en temps. Si vous n'êtes pas prêt à le mettre, tout le monde n'a pas envie de travailler comme un fou matin, midi et soir, et certains ont une relation au travail différente, ce qui pour moi me va très bien, mais on peut pas faire en dilettante un travail de recherche, ça c'est très clair. Donc ça c'est je dirais la première chose, c'est que vous en prenez pour 4 ans. Puis après, on s'arrête pas, parce qu'une fois qu'on a travaillé pendant 4 ans comme un fou, pourquoi on va s'arrêter du jour au lendemain pour plus rien faire? Ce serait bizarre. Donc si vous n'êtes pas motivé véritablement et prêt à travailler, et puis sincèrement, je vois aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui sur tout le continent qui grâce ou à cause, chacun mettra la case dans ce qu'il veut, des réseaux deviennent des experts
Alors ils sortent de l'école et ils marquent expert en je sais quoi, je sais pas quoi. S'il vous plaît, faites encore vos preuves, travaillez votre thèse. Voilà, après vous serez docteur. Faites quelques années pour vous faire de l'expérience et puis après vous serez véritablement expert. Ne grillez pas les étapes parce qu'il se passe de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont et surtout chez les jeunes architectes, certains font un travail de diplôme brillant, alors on les invite partout, mais ils ont encore rien construit. Et les pauvres, ils sont en train d'expliquer euh, le futur de l'Afrique à travers leur travail de diplôme, alors qu'ils n'ont encore pas travaillé, pas eu l'occasion de travailler, de construire et de faire leurs preuves. Et souvent ceux-là, contrairement à ce qu'on pense, ils n'arrivent plus après parce ils ont une notoriété très grande et je vous assure, c'est comme l'écrivain qui a son succès au premier bouquin, et ben le deuxième est très très difficile parce que souvent il retombe de très haut et maintenir la barre, elle est compliquée. Et là, de plus en plus, on a des gens qui ont même pas fait un premier bouquin et qui sont déjà en train d'expliquer à travers les conférences ce qu'il faut faire ou pas faire. Euh, faites le contraire. Faites le contraire. Si en sortant de les hameaux, hein, on vous demande d'aller expliquer, alors c'est difficile parce que si on vous propose d'aller à Télé Nationale pendant 1 heure expliquer ce que c'est que le futur de la ville africaine, tout le monde va y aller, c'est clair, mais n'oubliez pas que ce qui va faire votre plus-value, c'est le travail que vous aurez fourni dans votre travail de thèse, et ça, ou de thèse ou professionnel. Et plus vous aurez d'éléments, plus ça vous permettra ensuite d'avoir des choses à dire. Et, et c'est la même chose quand on fait la thèse. Je me souviens de ma propre thèse. La première, j'ai dû faire un résumé de ma propre thèse. Il m'a fallu 1 semaine la première année. Et à la fin de la thèse, il vous faut 1 heure pour faire un résumé. Et maintenant, il me faut 10 minutes. Et c'est la même personne. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes capacités quand on débute qu'après. Et donc, ça veut dire que pendant que celui qui commence sa thèse met 1 semaine, moi, je mets 10 minutes. Vous imaginez le nombre de résumés que je peux faire pendant qu'il y en a un qui en fait un seul. Et c'est normal. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Et tout le monde est passé par là. Et alors, ne racontez pas le monde quand vous mettez 1 semaine pour faire un résumé. Engrangez, engrangez, engrangez du savoir, de l'expérience, et puis ça viendra petit à petit. Merci, professeur. Je pense que dans l'auditoire, il y avait une main levée. Mademoiselle Kurzu Eira, ou madame, vous m'excuserez. Vous avez la parole si vous êtes toujours là. Nous allons prendre les dernières vagues de questions. Si vous avez des questions encore à poser, vous pouvez l'écrire dans le chat ou simplement lever la main. En attendant, moi, j'ai une question au professeur Chenal. Euh, Suivant votre expérience, les candidats que vous avez eu encadrés, ceux qui s'inscrivent dans un projet déjà existant dans votre laboratoire et ceux qui viennent sous projet propre, quels sont ceux qui ont eu plus de vigueur, de vigorosité ou ont eu plus de chances de réussir à décrocher leur diplôme? C'est égal. Il n'y a pas de... Un couteau, elle est venue sur un projet déjà distinct et Armel qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, il avait son propre projet parce qu'il est venu avec sa bourse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence de qualité. La différence de qualité, elle fait dans le choix du candidat. C'est que je les ai bien choisis. Autrement, voilà. Après, sincèrement, très rapidement que vous ayez votre... Mais ça veut dire aussi que Armel Kemajou, qui est venu avec son propre projet, le projet, il était en ligne droite de ce que je faisais parce que il m'a sollicité, parce qu'il voulait venir travailler avec moi, chez moi. C'est pas tombé au hasard. Donc forcément, ce qu'il a fait, ou ce qu'il voulait faire était en droite ligne de ce que je faisais déjà. Bon, et Akuto qui vient sur un projet existant, ben c'est en droite ligne de ce que je fais déjà. C'est moi qui l'ai monté. Donc dans les deux cas, ils sont en droite ligne. Et la différence, elle se fait pas là. La différence, elle se fait vraiment dans le choix du candidat et de la candidate. Et là, justement, il faut pas prendre. Par contre,
les une ou deux fois où ça n'a pas marché, vraiment pas, et que je me suis trouvé dans des difficultés, c'est quand euh, j'ai choisi deux personnes au tout début que je faisais ça, plutôt par amitié, parce qu'ils avaient déjà un petit peu fait des choses avec moi, mais je mettais des doutes sur leur capacité à faire une thèse. Et puis, quand il y a quelqu'un qui se donne à fond, qui est sympathique, qui est déjà là, vous dites, ah, ok. Et donc, le critère n'était pas la compétence, mais l'amitié. Et là, je me suis planté. Et chaque fois que c'est comme ça, on se plante. Donc, que vous sachiez tous, il y en a certains d'entre vous que je connais, quand je réponds négativement, euh, c'est juste parce que il n'y a pas tous les critères qui sont alignés. Le premier, c'est souvent, c'est pas la question de votre compétence. Le premier, c'est la bourse pour venir à l'EPFL. S'il n'y a pas la bourse, il n'y a pas, point. Donc, ça enlève, je dirais, le 99% des demandes. Et puis après, c'est juste la compétence, c'est tout. Et donc, s'il n'y a pas ces choses-là, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, et ce que je fais parfois, c'est que je préfère ne pas chercher encore un autre candidat que de forcer. Ah oui, mais lui, il était sympa, on avait bien travaillé. Non, c'est pas parce que vous avez bien travaillé quand vous étiez, je sais pas, jeune diplômé, vous avez bien travaillé avec moi sur un projet de la Banque mondiale, que ça fait un bon doctorant pour faire de la recherche. Et c'est des choses différentes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir aussi l'intelligence de se dire, attention, est-ce que cette personne qui a bien travaillé là-dessus, est-ce qu'elle peut faire pendant 4 ans une thèse? Est-ce qu'elle sera adéquate ou pas? Et on n'a pas tous les mêmes choses. C'est tout. Ça ne veut pas dire que qu'on n'est pas bien, mais voilà, moi, je n'arrive pas à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ben, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins respectable que le champion du monde de 100 mètres? Non, c'est juste qu'on a des compétences qui sont parfois différentes, qu'on a des aptitudes différentes, et puis que ben moi, ce qui m'importe, c'est de mettre la bonne personne dans la bonne aptitude. C'est tout. Il y en a qui parlent bien, alors on va les faire parler. Celui qui parle pas bien en public, on va pas le mettre maître de cérémonie, forcément. C'est normal. Donc, on essaie de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et donc, la thèse, c'est un endroit, mais il y a plein d'autres endroits qui s'appellent pas la thèse et qui sont exceptionnels aussi. Donc, je fais pas l'apologie de la thèse, je dis juste que si on veut faire une thèse, il faut avoir ces aptitudes-là, qu'elles sont pas données à tout le monde, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir et de pouvoir capter ces qualités-là. Si j'arrive pas à les capter, je prends pas la personne parce qu'il y a trop de risques qu'on n'y arrive pas. D'accord, monsieur. L'avant-dernière question et dernière contribution sûrement. Bonjour, professeur Jérôme Chinas, de la part de Campé. Hum, Comment se rendre à l'évidence après tant de documentation que son intitulé de thèse n'ait pas été formulé typiquement par un autre thésard ou un docteur, même si les questions objectifs et méthodes sont divergentes? Bon, alors déjà, normalement maintenant, ce qui fait foi, c'est les journaux, donc les articles scientifiques, donc c'est très facile de savoir s'il y a eu déjà des recherches. À mon époque, c'était très compliqué. Moi, je vous rappelle que je suis né, comme chaque fois mon fils me dit, tu avais c'était quel iPhone quand tu étais petit, papa? Je dis, moi, quand j'étais petit, euh, il y avait un téléphone et on tournait les choses comme ça. Donc, moi, quand j'ai fait ma thèse, une chose est sûre, c'est que c'était plus compliqué parce qu'on pouvait pas checker si on n'était pas en train de faire la même chose que quelqu'un d'autre dans le bureau d'à côté. Bon, aujourd'hui, avec Google, avec ChatGPT, avec ce genre de choses, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez très facilement savoir si quelqu'un est en train de faire ça ou pas. Ça, c'est très clair. Et puis ensuite, si vous mettez dans le créneau de ce qui est déjà fait, euh, ben, finalement, c'est votre responsabilité. Alors parfois, on peut reprendre certains ont repris des méthodes que j'ai développées sur d'autres terrains, ça on a le droit. Mais après, peut-être qu'on a des mêmes questions, mais qui vont se développer avec des méthodes différentes, ça on a le droit. Je veux dire, vous pouvez montrer le même phénomène avec plusieurs méthodes différentes. Donc, dans tous les cas,
une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas faire et superposer ce qui est déjà fait. Donc, vous ne prenez pas un article et vous dites, ah, moi, je vais faire la même chose. Par contre, vous pouvez dire, ah, moi, je vais citer cet article comme mon point de départ et je vais faire ça dans une autre ville pour voir si les résultats sont les mêmes. Et donc, il y a un champ gigantesque, mais je dirais que la probabilité qu'on ne tombe pas sur la même, ou qu'on tombe sur la même chose, aujourd'hui avec Google, certains se plaignent de ne pas avoir accès aux grandes bibliothèques et tout, mais moi, c'est quelque chose, avec Google Scholar, on a les titres, la plupart du temps maintenant, c'est de l'open access. Je vois pas la limitation. Et si vraiment vous avez bien un copain qui est en Suisse, en France, et vous pouvez assez rapidement prendre contact pour dire est-ce que toi tu as accès à tel texte ou tel autre. Donc voilà. Pour moi, il y a aujourd'hui plus de limites. Merci, professeur Chenal. Je vais faire un dernier tour de table. Y a-t-il encore des questions dans l'auditoire? Non. Alors, ça fait déjà plus d'1h40 qu'on est ensemble. Nous allons conclure. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à vous, professeur Chenal, à la docteure Kono. N'hésitez pas de nous suivre sous African Cities Lab ou sous mon propre nom sur les réseaux. Comme ça, vous êtes au courant de ce qu'on fait et de ce qu'on fait pas. Euh, donc, je me ferai une joie de vous retrouver sur les différents réseaux. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous avez la possibilité, bien sûr, de m'envoyer un petit email ou un message privé. LinkedIn marche très bien. Je pense que si vous savez utiliser Google, vous trouvez très rapidement mon adresse email aussi. Donc, vous n'avez pas de contraintes à ce niveau-là. Et donc, n'hésitez pas si on peut encore à couteau ou moi, je parle pour elle, mais elle sera d'accord aussi parce que il faut toujours pour les suivants. Passer son temps aussi un petit peu si on peut aider. Donc voilà. En tout cas, merci et, euh, et je me réjouis de vous lire sur les différents réseaux. Merci beaucoup, professeur. Nous allons vous prendre au mot. Il y aura très prochainement différentes autres séries portant sur la ville africaine. Vous serez notre invité. Notre invité. Parfait, pas de souci. Docteur Kono, votre mot de fin. Je n'ai pas d'autre chose à dire que de dire un grand merci donc au réseau et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour suivre ce panel, ce webinaire. Et puis, j'aimerais aussi vous inviter tous, hein, tous et tous à vous connecter sur les réseaux de African Cities Lab parce que là, on apprend aussi des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent servir à construire des sujets de thèse. Donc, la formation continue, elle reste continue sur African Cities Lab. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Chenal. Merci à vous, docteur Kono. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. C'est African City, Think Africa Af- City et African City. African City Lab. Je viens de je vous suis partout maintenant. C'est fait. C'est bon. Merci, monsieur. Bon, bonsoir chez vous et prenez soin de vous. Bon dimanche.